20 années de conflits ininterrompus. L'Afghanistan ressemble à un décor immuable, des montagnes arides, des déserts de poussière, des villages de terre que le temps n'a pas touchés. À l'image, on distingue des vallées encaissées impossibles à contrôler. Ce territoire est devenu le cimetière de milliers d'ambitions. Tout a basculé après les attentats du 11 septembre 2001. L'Amérique a mobilisé sa machine de guerre. L'ordre était clair, traquer et écraser les talibans. Que croyaient les généraux au départ? Ils anticipaient une victoire éclair et décisive. Mais le terrain a dicté une autre loi. À première vue, une démonstration de force technologique, mais en réalité, un piège mortel. L'illusion n'a pas duré. Ce n'était pas une campagne rapide. C'était le bruit constant des tirs, la chaleur étouffante des patrouilles, la peur des engins explosifs sur les routes. Au lieu d'une solution courte, le monde a assisté à 2 décennies de sang et de douleur. L'histoire a retenu la leçon trop tard. Le 7 octobre 2001. C'est à cette date précise que l'Amérique a lancé sa riposte. Moins d'un mois après les attentats du 11 septembre, l'opération Enduring Freedom a débuté. L'objectif était double, chasser les talibans du pouvoir et détruire les sanctuaires d'Al-Qaïda en Afghanistan. Pourquoi une réaction si rapide? Le monde entier avait encore les images des tours en tête. La réponse américaine devait être foudroyante pour marquer les esprits. Ce matin-là, le ciel afghan s'est rempli d'un bruit assourdissant. Le sifflement des chasseurs, le grondement sourd des bombardiers lourds. Les missiles de croisière ont déchiré l'air. La première vague a frappé avec une précision chirurgicale. Les camps d'entraînement des talibans ont été pulvérisés. Les centres de communication ont cessé d'émettre. Les bâtiments gouvernementaux se sont effondrés dans la poussière. Mais la guerre ne se gagnait pas seulement depuis les airs. Au sol, des officiers de la CIA et des unités des forces spéciales se sont infiltrés discrètement. Ils ont opéré la jonction avec l'Alliance du Nord. Ce groupe de combattants afghans résistait au régime taliban depuis des années. Ensemble, ils ont commencé à pousser l'ennemi hors de ses bastions. Ces soldats américains étaient l'élite de l'armée. Pourtant, ils opéraient souvent en équipes minuscules. Ils traversaient des montagnes inconnues et des déserts arides. Beaucoup transportèrent des sacs remplis de billets, de l'argent liquide pour acheter la loyauté des chefs de guerre locaux. À l'image, on distingue une scène surréaliste. Des soldats équipés de technologies de pointe chevauchent aux côtés de guerriers tribaux. L'effondrement du régime a semblé immédiat. Les grandes villes sont tombées les unes après les autres, Kaboul, Kandahar, Hérat. La vitesse de la conquête a surpris tout le monde. Les combattants talibans fuyaient à leur poste. Ils abandonnaient leurs chars soviétiques et leurs stocks d'armes. Les soldats américains pensèrent que la mission serait bouclée en quelques mois. Un sentiment de victoire précoce flottait dans l'air. Aux États-Unis, l'opinion publique croyait à une guerre courte, mais c'était une terrible erreur de jugement. À première vue, une déroute totale de l'ennemi. Mais en réalité, un repli stratégique calculé. Les talibans n'avaient pas disparu. Ils avaient simplement refusé le combat frontal contre une armée supérieure. Ils se sont retirés vers les montagnes escarpées de Tora Bora, vers les déserts du sud. Ils ont traversé la frontière pour se réfugier au Pakistan. Là-bas, ils ont planifié une lutte longue et patiente. Contrairement aux armées régulières qui s'alignent en rase campagne, les talibans ont choisi la guérilla. Ils se sont fondus dans les villages, ils se sont cachés dans les maisons civiles, ils ont utilisé les grottes profondes de l'Afghanistan comme des abris imprenables. En l'an 2002, la guerre est entrée dans une nouvelle phase, beaucoup plus sombre. Dans les montagnes impitoyables de Paktia et de Khost, les patrouilles ont commencé à subir des embuscades mortelles. Les combattants talibans faisaient preuve d'une patience infinie. Ils restaient immobiles pendant des heures sur les lignes de crête. Leurs armes étaient dissimulées sous des couvertures ou des rochers. Ils étudiaient les itinéraires des patrouilles américaines. Ils repéraient les points faibles des convois. Une fois les soldats engagés dans des cols étroits ou des vallées encaissées, le piège se refermait. Le silence se brisait brutalement. Les tirs de mitrailleuses claquaient. Les grenades propulsées par roquettes pleuvaient depuis les falaises. Il n'y avait presque aucune issue pour s'échapper. L'un des exemples les plus dramatiques a eu lieu en mars 2002, l'opération Anaconda. C'était l'une des premières grandes offensives terrestres de la guerre. Le but était d'écraser les combattants talibans et ceux d'Al-Qaïda cachés dans la vallée de Shaikot. Les troupes américaines et celles de la coalition ont pénétré dans la vallée. Elles pensaient avoir encerclé l'ennemi. Elles se sont jetées dans la gueule du loup. Plus de 1000 combattants ennemis s'étaient retranchés. Ils avaient creusé des positions fortifiées haut dans les montagnes. Les Américains ont été pris sous un feu croisé d'une violence inouïe. La bataille a duré plus de 2 semaines.
Les talibans tiraient depuis des bunkers invisibles. D'autres lançaient des attaques aux mortiers dont les échos résonnaient dans toute la vallée. On entend sur les enregistrements radio la confusion et l'urgence des appels. Les hélicoptères américains tentaient de déposer des renforts, mais ils étaient accueillis par des tirs de mitrailleuses lourdes qui transperçaient les fuselages. Les lignes de ravitaillement ont été coupées. Les routes étaient devenues impraticables. Par moments, la météo a aggravé le chaos. Une neige épaisse est tombée. Le brouillard a transformé les montagnes en un labyrinthe mortel. La visibilité était nulle. 8 soldats américains ont été tués au combat. Beaucoup d'autres ont été blessés. Les partenaires de la coalition, y compris les combattants afghans, ont également subi de lourdes pertes. L'illusion d'une victoire facile s'était dissipée dans la fumée de la vallée. L'an 2004 a marqué une rupture brutale dans le conflit. Les tactiques ont changé du tout au tout. La guerre n'était plus une ligne de front, mais un danger omniprésent. Les talibans ont commencé à utiliser massivement les IED, des engins explosifs improvisés. Comment une milice aux ressources limitées a-t-elle pu stopper la plus puissante armée du monde? La réponse tient en un mot, l'adaptation. Ils fabriquaient des bombes artisanales avec des matériaux de récupération. Mais l'impact était dévastateur. Les insurgés profitèrent de la nuit. Ils creusèrent le sol dur des routes afghanes. Ils dissimulaient les charges sous des tas de cailloux ou dans des endroits anodins. Un bidon d'essence vide, un conteneur en plastique abandonné, parfois même la carcasse d'un animal mort sur le bas-côté. Tout servait de camouflage. Le mécanisme était simple mais mortel. Des fils couraient sous la terre jusqu'à une position éloignée. Sur la colline, un guetteur observait. Il attendait le moment précis. D'autres fois, le piège était automatique. Une plaque de pression rudimentaire suffisait. Une roue passait dessus et le circuit se fermait. Les soldats n'avaient aucun avertissement. À l'image, l'intérieur d'un véhicule en patrouille. Les hommes discutent, ils plaisantent pour tuer le temps. L'ambiance est détendue. Soudain, le chaos. Une explosion déchire le châssis. Le métal se tord. Le feu et la poussière envahissent l'habitacle en une fraction de seconde. Les provinces de Kandahar et du Helmand sont devenues les zones les plus meurtrières. C'était le cœur du territoire taliban. Les convois qui traversaient ces villages ou ces autoroutes désertes subissaient des attaques quasi quotidiennes. La situation a empiré. Les Humvee utilisés au début de l'invasion n'étaient pas conçus pour cette menace. Ils étaient construits pour la vitesse, pas pour la survie. Leur fond était plat, leur blindage était fin. Lorsqu'un IED explosait sous le véhicule, l'onde de choc ne trouvait aucune résistance. Les éclats traversèrent le plancher. Ils fauchaient tout le monde à l'intérieur. Le Pentagone a compris l'urgence. Il fallait changer de matériel. Ils ont envoyé les MRAP. À première vue, des camions massifs et lourds. Mais en réalité, une merveille d'ingénierie défensive. Ces véhicules résistants aux mines possédaient une coque en forme de V. Cette architecture permettait de dévier le souffle de l'explosion vers l'extérieur, loin de l'équipage. Ces engins ont sauvé d'innombrables vies. Mais la sécurité totale n'existe pas. Les talibans ont augmenté la puissance des charges. Certaines bombes étaient si massives qu'elles soulevaient le véhicule entier. Elles le retournaient sur le toit. Les soldats se retrouvaient piégés dans l'acier broyé tandis que les flammes se propageaient. La paranoïa s'est installée. Les vétérans décrivent une terreur permanente. Conduire sur une route signifiait scanner chaque détail. Chaque pierre pouvait cacher une charge. Chaque tas de terre fraîche était suspect. Même un simple sac plastique flottant au vent pouvait signifier la fin. Certains appelaient cela la mort par hasard. Aucun entraînement tactique ne pouvait préparer un homme à une telle loterie. La route ne pardonnait plus rien. L'année 2006 marque un tournant sanglant. Les talibans ont cessé de combattre comme une armée régulière pour copier les méthodes brutales observées en Irak. Pourquoi ce changement de stratégie? Les embuscades ne suffisaient plus. Ils avaient besoin d'une arme psychologique contre laquelle aucun blindage ne pouvait résister. Cette arme, c'était le kamikaze. Le principe reposait sur une volonté absolue de mourir pour tuer. Les voitures étaient bourrées d'explosifs jusqu'au plafond. Les conducteurs fonçaient pieds au plancher sur les convois américains. À l'image, le choc du métal contre le métal, l'impact initial était violent. Mais l'explosion qui suivait pulvérisait tout. L'onde de choc dispersait des débris d'acier et de feu sur des centaines de mètres. Il ne restait souvent qu'un cratère noirci sur la route. Les motos sont devenues un autre instrument de mort. Rapides et maniables,
Elle se faufilait dans le trafic dense de Kaboul ou de Kandahar. Elle s'approchait des points de contrôle en quelques secondes, puis tout explosait. Mais la menace était partout. Même les piétons devenaient des vecteurs de destruction. Des hommes marchèrent dans les marchés, habillés comme de simples civils. Sous leurs vêtements, des bombes étaient scotchées à leur torse. Ils se fondèrent dans la foule. Ils attendèrent le moment où la densité humaine était maximale pour tout faire sauter. Cette nouvelle vague d'attaques a plongé les soldats américains dans une paranoïa constante. Chaque visage devenait une question de vie ou de mort. À première vue, un homme transportant du bois de chauffage vers sa maison. Mais en réalité, un insurgé cachant des explosifs sous son fardeau. La tension était permanente. Un enfant courant vers un véhicule blindé créait la panique. Cherchait-il des bonbons ou avait-il été envoyé pour distraire les soldats avant une attaque? La ligne entre l'ami et l'ennemi avait totalement disparu. Les talibans ont alors franchi un autre degré dans l'horreur, les boucliers humains. Ils se cachaient délibérément dans des villages surpeuplés. Ils tiraient depuis des maisons où vivaient des familles entières. Sur les ondes radio, on entend l'hésitation des troupes américaines. Ils savaient que les soldats occidentaux retenaient leur feu en présence de femmes ou d'enfants. Ce n'était pas seulement une tactique de survie, c'était une méthode calculée pour transformer la compassion en faiblesse militaire. Les soldats devaient prendre des décisions en une fraction de seconde. Une erreur de jugement pouvait tuer des innocents. Une hésitation pouvait leur coûter la vie. Le poids de cette culpabilité ne les a jamais quittés. Le 13 juillet 2008, c'est la date où le silence de la vallée s'est brisé. Un groupe de soldats américains pénètre dans le village de Wanat, province du Nouristan, zone frontalière avec le Pakistan. L'objectif est clair, construire un nouvel avant-poste pour couper les routes de ravitaillement des talibans. Le terrain est brutal, des collines abruptes, des arbres épais qui masquent la vue. Pourquoi s'installer ici? Le commandement voulait contrôler la zone, mais la géographie était un ennemi mortel. Les hommes creusent la terre dure, ils remplissent des sacs de sable, ils sentent les regards sur eux. À première vue, une position stratégique, mais en réalité, une cible parfaite au fond d'une cuvette. Juste avant l'aube, l'enfer se déchaîne. 200 combattants talibans lancent l'assaut. Ils ne tirent pas au hasard. Ils sont positionnés sur les crêtes. Ils dominent les Américains. Mitrailleuses lourdes, mortiers, roquettes RPG. Les projectiles pleuvent littéralement sur la base inachevée. C'est un piège mortel. Les défenses sont trop faibles. Les murs ne sont pas terminés. Ils ne peuvent pas résister à une telle puissance de feu. Le combat devient immédiatement chaotique. Les soldats se jettent dans des tranchées à peine creusées. La poussière de béton étouffe l'air. D'autres tirent depuis des bâtiments précaires qui s'effondrent sous les impacts. Les armes chauffent, les chargeurs se vident, mais l'ennemi avance. La distance se réduit. 100 mètres, 50 mètres, quelques mètres. On entend les cris des assaillants se mêler aux ordres hurlés par les radios. Le combat dure des heures. Les positions américaines tombent les unes après les autres. Le périmètre se resserre. Quand les hélicoptères de renfort fendent enfin le ciel, le mal est fait. 9 soldats américains sont morts, 27 sont blessés. Sur le sol, on retrouve des hommes tués à bout portant. Ils ont défendu leur poste jusqu'à la dernière seconde. C'est l'une des attaques les plus meurtrières de la guerre. Les talibans ont prouvé une chose, ils peuvent frapper les bases directement. Mais ce n'était que le début. Octobre 2009, l'horreur se répète à l'avant-poste Keating. 54 soldats isolés dans le Nouristan. La base est située au fond d'une vallée profonde. Des montagnes verticales l'entourent de tous les côtés. Tactiquement, c'est une aberration. L'ennemi peut tirer depuis le haut comme sur un stand de tir. Les soldats vivaient avec la peur au ventre. Ils savaient que l'attaque viendrait. Le 3 octobre au matin, 300 insurgés déclenchent l'apocalypse. Ils saturent la zone de tir depuis les sommets. Les roquettes s'écrasent au centre du camp. À l'image, les baraquements en bois s'embrasent comme des torches. Les véhicules explosent. Les lignes de communication sont coupées. Il n'y a pas de répit, pas de pause pour recharger. Le périmètre de défense est brisé. Les talibans pénètrent dans l'enceinte. Les soldats américains se retrouvent dos au mur. Ils doivent se battre au corps à corps. C'est une lutte pour la survie pure. S'ils tombent, la base est perdue et l'ennemi prendra tout. Le soutien aérien arrive, mais c'est le chaos. Les pilotes d'hélicoptères ne peuvent pas distinguer les cibles amies des ennemis cachés dans les rochers. La fumée noire aveugle tout le monde. La base est pratiquement détruite. Peu après la bataille, le commandement américain prend une décision radicale. L'avant-poste est abandonné. Pourquoi avoir placé des hommes dans une position aussi indéfendable? La question reste sans réponse. L'Afghanistan s'est transformé en un échiquier de sang.
2010. C'est l'année où la confiance est devenue une faiblesse mortelle pour l'armée américaine. Le plan initial semblait solide sur le papier. L'armée américaine formait les soldats et la police afghane pour assurer la relève. Les troupes vivaient ensemble. Elles mangeaient ensemble. Elles s'entraînaient côte à côte sur les stands de tir. Les Américains leur apprenaient à nettoyer une arme, à patrouiller en formation, à sécuriser un périmètre. Une fraternité d'armes devait naître de cette proximité. Pourquoi les talibans ont-ils changé de stratégie? Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas battre la puissance de feu américaine dans un duel classique. Alors, ils ont choisi la traîtrise plutôt que l'affrontement direct. L'ennemi a commencé à infiltrer ses propres combattants dans les rangs de l'armée nationale. Des sympathisants loyaux à l'insurrection ont enfilé l'uniforme officiel. Ils portaient les mêmes bottes, tenaient les mêmes fusils d'assaut et écoutaient les mêmes briefings. Ils attendaient simplement le bon moment. Une seconde d'inattention suffisait. En pleine séance de tir ou lors d'une patrouille, ils retournaient leurs armes contre leurs instructeurs. De 2010 à 2012, ces attaques dites vert contre bleu sont devenues la menace absolue. Ce n'était pas seulement une question de statistiques, même si des douzaines de soldats américains ont fini dans des sacs mortuaires à cause de cela. C'était psychologique, la trahison pure. Un soldat partageait une blague et une cigarette avec son partenaire afghan le matin. L'après-midi, ce même partenaire lui tirait une balle dans le dos à bout portant. La paranoïa s'est installée dans les bases. Août 2012 a marqué un sommet sanglant. 15 Américains abattus par des hommes portant l'uniforme afghan en un seul mois. Les attaques ne prévenaient pas de renseignements, pas de signes avant-coureurs. Certains agresseurs étaient des agents dormants infiltrés depuis des années. D'autres avaient été radicalisés en quelques semaines ou subissaient des pressions sur leur famille. Le motif importait peu. Le résultat était le corps d'un soldat américain sur le sol poussiéreux d'une base alliée. Les soldats ont dû s'adapter. Ils ne dormaient plus vraiment. Même à l'intérieur des zones sécurisées, ils gardèrent leurs fusils chargés à portée de main. À première vue, une réunion stratégique entre alliés. Mais en réalité, une confrontation silencieuse où chaque Américain gardait le doigt près de la détente. La situation a empiré. Le 6 août 2011, la tragédie a frappé la province de Wardak. Un hélicoptère Chinook américain volait bas dans l'obscurité. À son bord, une unité d'élite des opérations spéciales fonçait pour soutenir des troupes au sol déjà engagées dans une fusillade. L'appareil approchait de la zone d'atterrissage. Soudain, un éclair dans la nuit. Des combattants talibans cachés dans les reliefs ont tiré une roquette autopropulsée. Le projectile a percuté le Chinook de plein fouet. On imagine le bruit assourdissant du métal qui se déchire. Puis le silence. L'appareil s'est écrasé en quelques secondes. 38 personnes sont mortes sur le coup. 30 Américains, 7 soldats afghans, un interprète. Parmi les victimes américaines, 22 membres des Navy SEALs. Beaucoup appartenaient à la légendaire Team 6, l'unité même qui avait mené le raid contre Oussama Ben Laden seulement 3 mois plus tôt. Ce fut le jour le plus meurtrier pour les forces américaines en 10 ans de guerre. Les talibans ont immédiatement exploité l'événement. Sur les ondes radio et dans leurs vidéos de propagande, le message était clair. Personne n'est intouchable. Pas même l'élite qui a tué Ben Laden. La mort du chef d'Al-Qaïda n'avait pas brisé leur capacité de frappe. Au contraire, elle avait alimenté leur soif de vengeance. Aux États-Unis, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Les familles des militaires étaient sous le choc. Si les meilleurs des meilleurs pouvaient être abattus aussi facilement, qui était en sécurité? Après une décennie de conflits, l'opinion publique commençait à poser des questions gênantes. Pourquoi tant de cercueils revenaient-ils encore au pays? Pourtant, l'espoir avait été grand. En 2010, le président Obama avait envoyé 30 000 soldats supplémentaires. C'était le fameux « Surge ». L'objectif était d'écraser les bastions talibans par le nombre et de permettre aux forces afghanes de reprendre le contrôle. Mais le terrain a dicté une autre loi. Les combats qui ont suivi l'arrivée des renforts ont été d'une violence inouïe. Les chiffres sont brutaux. En 2010, près de 500 soldats américains ont été tués. L'année suivante, plus de 400 autres ont péri. À l'image, des hôpitaux de campagne saturés et des hélicoptères d'évacuation qui ne cessent de décoller.
Des milliers de soldats sont rentrés chez eux blessés, beaucoup amputés par les engins explosifs improvisés dissimulés sur les routes. Le renfort de troupes a créé plus de batailles, mais pas la victoire promise. Les patrouilles américaines capturaient un village le jour, les talibans revenaient en la nuit, c'était un jeu sans fin. Les soldats s'épuisaient à marcher sur des routes piégées, sachant que chaque pas pouvait être le dernier. Ils avaient l'impression de se battre pour les mêmes vallées encore et encore. Dès 2012, la frustration était palpable dans les rangs. Les sacrifices semblaient inutiles, l'ennemi était infini. Alors, le cycle du retrait a commencé. En 2013, les États-Unis ont entamé le rapatriement des troupes. Les bases avancées, construites avec le sang américain, ont été remises à l'armée et à la police afghane. Sur les cartes d'état-major, cela ressemblait à un progrès. Sur le terrain, c'était un abandon. Dès que les Américains quittaient une zone, les talibans la reprenaient. Pour les soldats restés sur place, la guerre tournait en boucle. Une ville sécurisée au prix de lourdes pertes en 2014 retombait aux mains de l'ennemi quelques mois plus tard. Il n'y avait pas de ligne d'arrivée. Les forces de sécurité afghanes devaient assumer la responsabilité totale. Elles ont échoué. Les unités manquèrent de tout. L'entraînement était insuffisant. La corruption rongeait la hiérarchie. Certains policiers désertaient avec leur équipement. D'autres travaillaient secrètement pour l'ennemi. Les soldats américains observaient tout cela avec amertume. Ils voyaient leurs efforts s'effondrer en temps réel. En 2016, le rôle des États-Unis avait changé. Ils se concentraient désormais sur la formation, les frappes aériennes et les raids des forces spéciales. Ils n'étaient plus censés être en première ligne. Mais la guerre ne fait pas de distinction administrative. Les pertes ont continué. On entend toujours le bruit des explosions sur les convois. Les bombes en bord de route, les embuscades et les attaques surprises restaient le quotidien. Pour les hommes sur le terrain, la mission avait changé de nom, mais la mort, elle, restait la même. « 20 années de guerre. C'est ce que les États-Unis s'apprêtaient à laisser derrière eux à l'été 2021. Les bases militaires fermaient les unes après les autres. Le matériel sensible était détruit ou emballé. Des milliers de soldats montaient dans les avions cargo pour le voyage retour. Mais il restait une ultime mission. Il fallait évacuer les citoyens américains, les alliés et les familles afghanes qui avaient collaboré avec les forces occidentales. Le temps jouait contre eux. L'aéroport de Kaboul est instantanément devenu le centre du monde. Pourquoi cette zone était-elle si cruciale? Parce que c'était la seule porte de sortie restante. Mais la logistique a cédé sous la pression. Chaque jour, des milliers de personnes désespérées s'agglutinaient contre les grilles. La chaleur était étouffante. La poussière recouvrait les visages marqués par la fatigue. Les familles poussaient de toutes leurs forces, espérant obtenir une place sur les derniers vols. Sur les images, on voit la marée humaine qui ondule contre les barbelés. Les soldats maintenaient la ligne. Ils tentaient de gérer le chaos tout en surveillant l'horizon. La menace était partout. Le 15 août, les talibans sont entrés dans Kaboul. Ils n'ont rencontré presque aucune résistance. En quelques jours, la capitale était tombée. L'aéroport est alors devenu un îlot assiégé au milieu d'un territoire hostile. Les troupes américaines et alliées ont travaillé jour et nuit pour maintenir le pont aérien. C'était l'une des plus grandes opérations d'évacuation de l'histoire. Mais le danger n'était pas seulement visible. Les talibans tenaient la ville, mais un autre groupe voulait frapper. L'État islamique au Khorasan, ou Daesh-K, voulait prouver sa puissance. À première vue, une foule de civils en quête de sécurité, mais en réalité, une cible parfaite pour un massacre de masse. Le 26 août 2021, le piège s'est refermé. Abbey Gate. C'est là que les Marines fouillaient les civils avant leur entrée dans le périmètre sécurisé. Un kamikaze s'est glissé dans la masse compacte. Il a déclenché sa charge explosive. La déflagration a été massive. Le souffle a déchiré l'air, fauchant soldats et civils sans distinction. On entendait les cris succéder au bruit assourdissant de l'explosion. Le bilan a été immédiat et brutal. 13 militaires américains ont été tués sur le coup, 11 Marines, un infirmier de la marine et un soldat de l'armée de terre. Mais le carnage ne s'arrêtait pas là. Plus de 170 civils afghans ont perdu la vie, eux qui touchaient presque au but. L'attaque a provoqué un choc violent. Ce n'était pas simplement une perte au combat. C'était une tragédie survenue à la toute fin du conflit. La plus longue guerre de l'Amérique se terminait dans le sang.
L'évacuation a continué dans les jours suivants, mais l'atmosphère avait changé. Une lourde tristesse pesait sur le tarmac. Les soldats portaient le poids de cet échec sécuritaire. Des familles aux États-Unis pleuraient des proches qui avaient survécu à des années de déploiement pour finalement mourir lors des derniers jours. Le chapitre final s'est écrit avec du sang.